troisième session de notre après-midi, et cette fois-ci normalement avec un micro qui marche. Nous avons le plaisir d'accueillir deux directeurs généraux de Caisse nationale pour un très gros dossier qui est celui de l'accès au droit et de la délivrance des prestations. Pour ceux qui sont là depuis le début de l'après-midi, vous savez que nous avons instauré un petit jeu qui nous permet de faire participer l'ensemble des personnes qui sont derrière leur écran. Vous pouvez prendre votre smartphone, cliquer sur le flash code et vous vous retrouvez sur un site internet qui vous demande de réagir à la question de cette session. Elle n'est pas formulée sous la forme de question pour le titre exact qui apparaît sous vos yeux, mais pour le nuage de mots, on a ajouté un point d'interrogation. Et donc, si vous entendez parler de délivrance des prestations et d'accès au droit, qu'est-ce que vous évoque cette thématique? Vous mettez un petit mot ou deux mots et à partir de maintenant, vous allez voir sur votre écran et nous aussi l'ensemble des thèmes que vous inspire ce sujet dont nous allons parler dans le fond et dans la technique avec à la fois l'URSSAF Caisse nationale et la Caisse nationale des allocations familiales. Donc, en théorie, le nuage de mots devrait apparaître et devrait même être lisible. Il y a plein de mots en majuscules cette fois-ci, je ne sais pas trop pourquoi, parfois ils apparaissent en minuscules. Et pour le moment, il n'y en a aucun qui prend l'ascendance sur les autres puisqu'ils sont tous de même taille. Je vois qu'il y a les questions de non-recours que l'on évoquera, les questions de citoyenneté que l'on a vues tout à l'heure de manière plus doctrinale avec Dominique Schnapper et Daniel Agazinski. Je vois que simplification et non-recours sont les deux mots qui prennent de plus en plus d'importance. Inquiet, je vois que les trois lettres DRM prennent de l'importance. Je dis inquiet parce que j'ai dit tout à l'heure à nos deux intervenants que si DRM était le terme qui était en plus gros à la fin de la session, je devrais leur payer un verre. Mais de toutes les façons, l'essentiel pour eux, ça va être de nous expliquer un peu ce nouveau système de délivrance des prestations. Je vois alors, peut-être étrangement, chômeur est le terme à ce stade qui est au cœur de nos affaires, peut-être en lien avec l'étude de la DARES qui vient de sortir et qui présente des taux de non-recours au chômage. Je vois que liberté est au centre pour le moment de nos préoccupations, liberté avec complexité qui tourne autour, donc de manière un peu surprise, je vois des termes auxquels on ne s'attendait pas forcément, d'autres termes auxquels on s'attendait peut-être plus aisément, du type accessibilité, simplicité, je vois aussi proactivité. On ne va pas faire durer des heures notre affaire, mais nous voyons là un ensemble de sujets qui, dans une certaine mesure, sont l'ensemble des sujets qui compte à gérer en production les organismes locaux. Alors, je vais rejoindre nos intervenants pendant que ça fonctionne encore un tout petit peu et je trouve de manière assez surprenante, on a le terme liberté qui est, semble-t-il, au cœur de notre nuage de mots. Il y en a bien d'autres, il y a naturellement le sujet plus classique du non-recours et de la simplification que l'on voit tous, nous trois aisément, et vous tous autour de vos écrans. Et je me tourne là vers nos deux invités pour leur demander de réagir, redéboter à ce nuage de mots. Comme ils ont une bonne vue, ils en voient peut-être aussi des termes qui les intéressent davantage. Il y a aussi le terme caisse unique. Et je vais commencer donc par, alors on va faire ça, Nicolas Grivel. Qu'est-ce que évoque un nuage de mots de ce type lorsque la question est délivrance des prestations et accès au droit? On a beaucoup de choses qui se recroisent parce que quand on a simplification et complexité, on pourrait quelque part additionner un peu les deux thèmes. Je trouve que le thème liberté est assez intéressant et pose un certain nombre de questions, mais peut-être qu'on y reviendra sur ce que ça signifie de relation avec les allocataires et de mode de fonctionnement sur ces sujets de l'accès au droit et sur, j'imagine, derrière des sujets de Big Brother ou de relations un peu envahissantes de la sphère publique vis-à-vis des individus de chaque côté. Voilà, et donc aller vers, bien sûr, on va en parler très largement dans cette séance. Alors, Yann Gaël Amgar, vous, de votre côté, il y avait Lib aussi, qui est déjà apparu tout à l'heure. Je pense qu'il y a un fan. Oui, il y a peut y avoir d'autres mots plus surprenants. Alors, au-delà des mots qui semblent un peu s'imposer comme des objectifs ou en tout cas des objets à traiter, qu'il s'agisse du non-recours ou de la simplification, ce que je trouve assez intéressant, c'est que les mots qu'on voit apparaître
mêle soit des outils qui peuvent avoir un côté très technologique, où on voit effectivement les mots attendus, DRM, data mining, dossier social partagé, soit des mots qui montrent que on n'est pas seulement sur de l'outil, du SI, du gadget. Voilà, on parle de help, j'y reviendrai tout à l'heure. On parle aussi d'aller vers, c'est-à-dire que je pense que cette problématique de la différence de l'accès au droit, elle suppose des outils numériques, mais elle suppose aussi des démarches qui ne passent pas uniquement par l'outil, elle suppose aussi de l'humain. Parfait, je trouve que le nuage de mots a permis d'introduire un peu plus élégamment le sujet que si j'avais prononcé des mots très pompeux. Et je passe la parole immédiatement à Nicolas Grivel pour qu'on entende du point de vue de la Caisse nationale des allocations familiales ce que sont les attendus, les perspectives en matière générale d'accès au droit et en particulier autour de ce sujet de la nouvelle délivrance des prestations, terme qu'on a gardé pour le titre de cette rencontre, qui avait été non pas forgé, mais en tout cas qui avait été utilisé par un rapport de l'IGAS sur ces sujets il y a quelques années. Mais on voit de quoi il en ressort. Alors écoutez, effectivement, on est très concerné par les instituts d'aujourd'hui, donc merci de cette invitation avec de notre point de vue un défi permanent d'être les meilleurs possibles collectivement sur ces enjeux de délivrance des prestations. On est assez concerné par un volume et un nombre de prestations assez conséquent, et puis d'accès au droit, puisque qui dit création de droit nous amène à se poser la question de qui accède à ces droits, et avec aux spécialistes auxquels je parle peu de surprises là-dessus, mais dans le débat public parfois un petit peu d'étonnement à constater qu'une bonne partie de ces droits, dans un univers où on peut avoir, toujours dans ce débat public, une toile de fond il y a trop de droits, trop de prestations, trop d'assistanat parfois derrière, qu'il y a toute une partie du public, et de manière assez conséquente, on parle de prestations qui à 20, 25, 30% donnent lieu à de non-recours, n'accèdent pas à ces droits. Et donc c'est forcément un peu questionnant quand on passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens à développer ces droits eux-mêmes, et à se dire on fait ça pour le bien collectif, quelles sont ces personnes qu'on n'arrive pas à toucher et comment les faire rentrer dans un dispositif le plus accueillant possible et le plus efficace possible, dans une logique aussi de juste droit. On parle souvent du juste droit en disant que il faut faciliter cet accès au droit. C'est effectivement par ailleurs le fait que c'est tout le droit, rien que le droit, mais quand même tout le droit. Et donc du coup, de ce point de vue-là, on a des défis permanents et des défis toujours renouvelés, puisque les prestations elles-mêmes évoluent en permanence, ce qui contribue au phénomène de complexité qui était évoqué par le nuage de mots, et probablement subséquemment à la problématique d'accès au droit de personnes qui se perdent dans notre labyrinthe un peu de prestations et de systèmes de droit qui sont ouverts. Donc c'est un défi pour nous évidemment encore une fois permanent, qui repose sur beaucoup d'éléments, et je vais y revenir finalement de notre droit commun de l'organisation, du fait que les CAF sont présentes, visibles, connues, ont des guichets, ont des lieux d'accueil, des antennes, sont accessibles par du multicanal, du physique, du téléphone, du mail, enfin tout ce qui est possible et imaginable. On essaie de le mettre à disposition de notre public pour faciliter cet accès au droit et faciliter le parcours usager, le parcours déclaratif de nos allocataires. Et puis par un certain nombre d'outils qu'on développe, j'allais dire en plus, mais ça fait partie de notre mission de base, pour se dire que l'offre de droit commun, l'offre de base qui est offerte, elle est très efficace pour la majeure partie de notre public, mais pour d'autres parties de public, il faut aller les chercher, il faut les trouver autrement et leur proposer des compléments de solutions pour qu'ils puissent accéder de la meilleure façon à ces droits. Et donc ça nous amène à un certain nombre de solutions ou d'actions qui sont menées, qui n'ont pas la vertu de l'originalité ou de la nouveauté, parce que c'est des sujets qui sont anciens évidemment et qu'on repense de manière directe fréquemment, déjà en se disant qu'on n'est pas les seuls au monde à faciliter cette politique d'accès au droit, et donc on peut avoir, au-delà de notre accueil spécifique CAF, encore une fois très présent, on couvre tout le territoire national et tout le monde a une solution à moins de 30 minutes de chez lui, que ce soit en CAF directement ou par nos partenaires, mais ça suppose aussi de revivifier ce réseau de partenaires de manière générale, et dans un contexte qui est celui des maisons France Service qui se sont développées ces dernières années, d'avoir là un ancrage territorial qui est plus présent, et puis une
capacité par des partenaires associatifs, par des partenaires locaux, des partenaires numériques, de toucher au maximum ces publics. Donc c'est déjà de se dire, quelqu'un qui veut se poser la question de qu'est-ce que la CAF peut faire pour moi, et je crois que j'ai des droits avec la CAF, mais je ne sais pas quoi faire. Et au-delà de l'accès numérique maintenant très large qu'on peut avoir et qui est très utile à la majeure partie de nos concitoyens, quelle porte je peux pousser, où je peux aller, comment je peux trouver ça, et comment du coup on peut être le plus accessible possible, parce que cet accès physique et cet accès téléphonique, quelle que soit la forme, et cet accès à quelqu'un qui aura l'expertise CAF, il a un levier évidemment d'accès au droit. Ce partenariat, il se noue aussi avec un certain nombre d'acteurs locaux, de partenaires associatifs qui ont cette capacité de toucher un certain nombre de publics, de services qu'on finance nous-mêmes directement, ou de partenaires avec lesquels on est en accord national ou local, qui ont cette force de démultiplication, de connaître les gens sous un angle un peu différent, peut-être un peu moins service public en tant que tel, mais le service public peut effrayer certaines catégories de population ou les écarter un petit peu. Donc comment on va les chercher, comment on les trouve par d'autres canaux, et comment c'est ramené vers un flux un peu plus connu de nous pour offrir les droits qui sont prévus. Et puis un des gros enjeux avec les autres organismes de sécurité sociale, parce que bien sûr l'accès au droit passe aussi par cette coopération inter-organismes. On parlera de HELP tout à l'heure et de la complémentarité qu'on peut nouer sur ces sujets, mais des gros enjeux également côté assurance maladie, avec des publics qui peuvent à un certain moment, et notamment de leur parcours de vie, croiser l'un ou l'autre de notre réseau, donc au-delà et autour du dites-le-nous une seule fois, mais autour du j'ai là une information, je la partage avec le réseau d'à côté, autour de la connaissance de situations de vie, que ce soit une naissance, une séparation, un décès d'un enfant ou autre, qui sont des moments un peu charnières, un peu clés, où en plus il faut aider les personnes qui sont en situation de fragilité. On peut nouer ces partenariats et aller un peu plus loin en l'occurrence. Donc vraiment une logique, se dire on a beaucoup à faire nous-mêmes, et on fait beaucoup par notre offre normale, encore une fois, de droit commun, mais cette logique partenariale, elle doit nous aider à démultiplier les choses et à faciliter les accès vers les CAF et vers l'offre de la branche famille de manière générale. On a simplement développé un certain nombre de propositions, d'offres de l'autre côté, pour là aussi renforcer ce qu'on peut faire de manière très basique pour quelqu'un qui nous connaît, accède par voie numérique par exemple à nos services, sait très bien comment ça marche, il n'a besoin de rien quelque part. Et comment on fait pour des populations qui ont plus de besoins, ou qui ont des besoins d'un peu plus de fragilité, comme je le disais, donc ce que je viens de développer sur les parcours usagers, les moments clés, la façon d'avoir des offres de services articulées là-dessus, d'articuler la logique prestation, délivrance des prestations, et la logique d'accompagnement social, accès aux services de notre côté, et de travailler avec l'ensemble des partenaires qui interagissent avec nous dans ces parcours. Et puis comme les CAF ont une offre d'accompagnement, de travail social qui est aussi présente, là aussi, n'en pas refaire la même chose que l'ensemble des travailleurs sociaux d'un département, qui de toute façon sont nettement plus nombreux que nos travailleurs sociaux, et ont un champ d'accès très, très large à ces publics, mais de se dire que sur ces moments clés, sur le lien avec les prestations qu'on peut faire, on peut avoir une valeur ajoutée à lier une dimension de travail social à notre capacité de délivrance des prestations. Et enfin, sur cette diapositive, une dimension très forte d'inclusion numérique, puisque là aussi, je pense que si on disait aux personnes très autonomes et très habituées à nos services, on coupe l'accès numérique, il faut venir en guichet des CAF, je pense qu'on aurait des fortes protestations, parce que on a parfois tendance à mettre l'accent à juste titre sur la fracture numérique, mais il ne faut pas oublier que beaucoup de nos concitoyens sont très à l'aise et ont cette capacité-là et cette habitude-là désormais, et ne reviendraient jamais pour rien au monde en arrière là-dessus. Et pour autant, des publics qui sont en plus grande fragilité et qu'il faut être capable d'accompagner nous-mêmes ou par nos partenariats, les France Services ou d'autres acteurs locaux qui peuvent être très précieux sur ces sujets. Donc toute une logique d'accès au droit qu'on a développée on parlait d'humain à l'instant, et Yann Gaël parlait d'humain, dans une logique très humaine aussi d'accompagnement très personnalisé des situations. Et pour autant, aussi une capacité à développer toute une gamme de réponses dans la logique d'accès au droit, dans la détection proactive,
où il y avait le mot proactif qui apparaissait tout à l'heure dans le nuage de mots, peut-être un peu petit, mais c'est bien une logique dans l'aller vers, là aussi, qui était mentionné, dans une logique de on est sollicité de manière très très forte, hein, et on est un réseau comme d'autres qui sont vraiment, on s'ennuie pas, disons, dans la sollicitation permanente de nos publics, et pour autant, il faut développer aussi une offre plus proactive, plus anticipée, à la fois pour rendre de meilleurs services et puis parfois aussi parce que c'est aussi un gain d'efficacité de faire les choses plus en amont et plus fortement. Donc avec des logiques désormais un peu traditionnelles depuis 2014 de rendez-vous des droits, de tour de piste avec l'allocataire de la situation, on sait que on augmente de plus d'un tiers l'accès aux prestations et aux droits nouveaux à l'issue d'un rendez-vous des droits, et que ça rentre bien dans cette logique d'accompagnement, de parcours, de moments clés dans la vie. Une logique développée également de plus en plus, cette fois-ci plus technologique dans son apparence, mais qui derrière a des contacts humains, d'utilisation du data mining, dans une logique d'accès aux droits, pour sur un public forcément ciblé, parce que c'est le public qu'on connaît déjà, hein, donc c'est une limite évidemment à cette action, mais on connaît quand même la moitié des Français, donc ça nous aide quand même un peu largement là-dessus, d'identifier des situations où des personnes peuvent avoir sollicité une prestation, mais on pense qu'ils peuvent avoir le droit à une autre prestation ou deux autres en fonction de la situation qu'on connaît, hein, et donc on pourrait se dire bon, on attend qu'ils nous le demandent. L'idée c'est aussi d'aller au-devant de ces demandes et de proposer, de trouver les bonnes personnes pour avoir un effort, là aussi à la mesure de ce qu'on peut faire, mais avec un ciblage qui sur certaines prestations peut s'avérer plus efficace que sur d'autres. Prime d'activité, allocation de soutien familial, ce sont les deux prestations sur lesquelles on le développe ces dernières années, avec une efficacité qui sur les chiffres peut paraître comment dire, perfectible, au sens où c'est pas non plus des effets immédiats massifs, mais en même temps 5%, 10% des personnes contactées qui vont accéder à une prestation auquel ils avaient le droit et qui n'y accédaient pas, c'est déjà ça de réaliser. Et donc ça permet d'amplifier notre impact et cet accès aux dispositifs qui sont proposés, et sur l'ASF en s'appuyant sur notre connaissance des publics, des familles monoparentales, du rôle qui est monté sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires. Là aussi, on peut identifier des situations sur une prestation qui est peut-être moins connue et qui va être en plus revalorisée dans le PLFSS. Donc, on a un intérêt à aider ces publics de ce faisant. Nos perspectives là-dessus, le mot DRM est apparu tout à l'heure, mais peut-être pas assez grand pour gagner un coup à boire, mais quand même présent. Ça vaut peut-être le fait de le gagner, le fait de le mentionner moi-même, le fait que notre intention, c'est progressivement de pouvoir utiliser le DRM, j'y reviendrai, qu'on utilise sur une prestation des aides de logement, aussi dans une logique d'accès au droit, et pas seulement pour l'usage qu'on en a aujourd'hui en tant que tel, et ce qui peut être une vertu importante de ce dispositif. Et puis enfin, dans la logique de proactivité, on a vu dans le contexte de la crise sanitaire le besoin de cette proactivité, de cette présence auprès de notre public, et puis notre incapacité d'accueillir les publics de la même façon que précédemment. Et donc une expérimentation, puis généralisation et extension pour autant que nos moyens le permettent. Là aussi, on est parfois un peu bridé par nos propres capacités et la charge très très lourde sur la délivrance actuelle des prestations. Mais l'idée d'avoir des contacts proactifs avec là aussi un ciblage potentiel sur le data mining ou sur certains moments clés, soit pour faire accéder certains publics ciblés à des prestations auxquelles ils n'y accèdent pas, soit, et c'est aussi de l'accès au droit, prévenir les ruptures de droit. Parce que dans le non-recours, il y a beaucoup de ruptures de droit, de personnes qui avaient les droits, qui en sortent à un moment donné par négligence, par difficulté, par incapacité de suivre ce qu'il fallait faire. Et donc le petit contact téléphonique quelques semaines avant pour dire attention, si vous ne renvoyez pas tel élément à telle date, vous allez perdre des droits, vous allez connaître une rupture pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Voilà, c'est à la fois un service rendu à la personne, et puis c'est aussi de l'efficacité pour la suite, parce que rattraper des situations ex post, c'est parfois plus long et plus chronophage, plus compliqué que de les gérer en anticipation. Et donc c'est aussi une ligne directrice qu'on veut donner pour les prochaines orientations de la prochaine COG sur cette capacité de proactivité, et qui est très appréciée pour avoir été en contact avec un certain nombre d'équipes dans les CAF qui gèrent cette
cette dimension-là, parfois le service public, on a du mal à le contacter, et c'est notre cas aussi dans un certain nombre de périodes difficiles là-dessus, de prendre le contact nous-mêmes, d'aller au devant et de dire attention, vous avez une possibilité d'accéder à quelque chose ou vous allez perdre des droits sur telle prestation. C'est aussi très apprécié de la part de nos allocataires. Voilà, en toile de fond, notre logique d'accès aux droits de manière générale. On est confronté, et pour revenir à des sujets d'actualité aussi de perspective, dans le cadre de la COJ, on est confronté à un certain nombre d'enjeux dans le constat que notre système social, on peut faire beaucoup de choses pour essayer d'améliorer l'accès aux droits, et on le fait et on le fera encore parce que ça va continuer encore un certain temps quoi qu'il en soit, mais malgré tout souffre d'un phénomène de complexité très importante, de difficulté de compréhension de la logique de notre système de prestations et de la différenciation des prestations elles-mêmes. Chaque base ressource est différente, on le sait. La notion de déclarez-moi votre ressource, on n'appelle pas les mêmes notions selon les prestations. Les choses qui sont prises en compte, les paramètres qui sont pris en compte ne sont pas les mêmes sur les prestations. La temporalité n'est pas la même, etc., etc. Donc on se crée quelque part nous-mêmes notre propre besoin de facilitation de l'accès au droit par la complexité de nos dispositifs. Et on voit bien un peu la limite de ce phénomène dans les chiffres qui sont constamment réaffirmés, que l'adresse a récemment corroboré dans un certain nombre de production sur le fait qu'un tiers des bénéficiaires du RSA et de manière continue sur plusieurs trimestres, 20% des bénéficiaires du RSA n'accèdent pas à leurs droits, pour prendre cet exemple. On voit une opportunité forte dans ce contexte du projet de solidarité à la source, qui est un projet très porté politiquement, très emblématique, dont beaucoup de contours restent à dessiner. Et donc, je n'ai pas l'intention de livrer de scoop aujourd'hui dans la mesure où je n'en ai pas la capacité, même si j'aurais rêvé de pouvoir le faire. Au-delà de ça, il y a un travail important, et c'est normal, de détermination du périmètre exact de ce chantier de solidarité à la source. On a tenté de notre côté d'en donner une interprétation avec notre clé d'entrée, évidemment, avec un socle RSA, prime d'activité et de logement, qui pourrait constituer le socle de cette logique de solidarité à la source, qui il se trouve être 3 prestations financées et gérées différemment, pilotées par des administrations différentes et financées y compris par le département pour le RSA, mais toutes versées par les CAF. Donc avec ce savoir-faire et cette connaissance qu'on a aussi de ces prestations, qui sont par ailleurs les 3 principales en termes de public concerné et de complexité qui sont liées. Donc on y voit une opportunité quand même assez exceptionnelle d'aller vers ce qu'on veut, c'est-à-dire au terme de sécuriser et de fluidifier complètement le parcours allocataire et d'aller dans une logique beaucoup plus simple finalement dans la relation avec l'allocataire, simple dans l'expression plus que dans la réalisation. Il y a beaucoup de choses à faire pour ça, mais qu'aujourd'hui on demande à beaucoup aux allocataires d'être experts de leurs propres prestations, experts de leurs propres droits, de la connaissance de ce qu'il faut faire pour y avoir droit, et de la délivrance vers nous des informations nécessaires à vérifier qu'ils ont bien les droits. Ce qui suppose de savoir que la prestation existe, qu'ils remplissent les conditions, qu'ils nous passent les bonnes informations, mais si la deuxième prestation à côté ne la connaissent pas, ils ne l'auront pas spontanément. Il faudra vraiment qu'on aille très loin pour le rechercher. Et donc à terme, se dire, plutôt que de nous dire qui vous êtes, à quoi vous avez le droit, quelles sont les ressources, etc., de nous dire simplement qui ils sont et qu'on leur dise, nous on a des informations et on pense que vous avez le droit à telle ou telle prestation. Et donc d'être dans une logique vraiment le plus sans couture, le plus simple, le plus intégré. Ça suppose beaucoup de choses en amont. Et donc il y a plusieurs briques qui pourront contribuer à ce chantier, bien sûr. Il y a la brique qu'on peut utiliser plus fortement de connaissance des ressources via le fameux DRM dont on parlait tout à l'heure, le dispositif de ressources mensuelles, avec l'idée que, comme on l'a fait sur les aides au logement, avec certes pas mal de difficultés pour initialiser les choses, puisqu'on était les premiers à l'utiliser sous ce format, mais désormais une connaissance de l'outil, de ses forces, de certaines de ses faiblesses, mais beaucoup de ses forces aussi en disposition de ressources, on peut s'appuyer dessus pour, à terme, l'utiliser pour le RSA, la prime d'activité, dans des logiques de connaissance des ressources et de non-déclaration, vérification, actualisation, indu, rappel, tout ce qui s'ensuit. D'identifier également progressivement ceux qui n'accèdent pas, parmi ceux qu'on connaît et progressivement parmi ceux qu'on ne connaît pas, donc le cas échéant avec d'autres partenaires là-dessus, et puis d'être dans une logique de versement sur une base stabilisée sur un trimestre, régulière, vision globale de l'allocataire, et là aussi
moins de demandes vis-à-vis de cet allocataire de déclaration régulière de ses ressources. Et donc, on voit une opportunité importante et une opportunité de simplification, puisqu'une étape préalable peut être l'harmonisation partielle ou le plus totale possible d'un certain nombre de bases ressources pour mettre fin à un certain nombre de complexités qui rendent le système difficile de compréhension et donc d'accès. Donc, un vrai projet structurant, un vrai projet qui peut être très dynamisant pour tout le monde et très positif, très gagnant-gagnant pour l'ensemble des acteurs sur ce sujet. Voilà, en quelques mots, sur cette problématique d'un beau projet. Il y aura peut-être des questions et l'occasion d'y revenir ensuite. Ah oui, il y en a déjà pas mal des questions, mais ce que je propose, c'est que nous passions la parole à Yann Gaël Amgar et puis que nous traitions de l'ensemble des questions qui portent pour la plupart quand même sur cette nouvelle gestion des données sociales. Alors c'est vrai que quand on parle de non-recours, on pense beaucoup, et quand on parle accès au droit, on pense beaucoup aux branches qui versent des prestations, on pense moins immédiatement à la branche recouvrement, et pourtant, elle a des actions en la matière, et puis elle participe à ce renouveau de la délivrance des prestations. Alors merci, cher Julien. J'avais conscience effectivement que lorsqu'on voit l'URSSAF présente à une intervention sur la délivrance des prestations d'accès au droit, on peut se dire que j'ai une tête d'intrus dans la famille, mais non. Ou que je me suis trompé salle de réunion. Et pourtant, en effet, alors déjà depuis quelques années, on intervient déjà dans la délivrance de prestations de manière plutôt limitée, mais on intervient. Et effectivement, on s'est positionné progressivement sur des enjeux d'accès au droit de certain nombre de nos usagers avec lesquels on a une relation privilégiée, parce qu'il s'agit de populations pour lesquels, dans l'organisation de la sécurité sociale, l'URSSAF, à un moment, a été identifiée comme étant une sorte de guichet de référence. Alors, la population pour laquelle nous avons plus pris en charge ce rôle, c'est la population des travailleurs indépendants, et notamment à l'occasion de l'intégration du RSI au régime général. Alors, on avait d'ores et déjà, précédemment, et on l'a poursuivi dans l'intégration au régime général, un rôle sur, je dirais, ce qui paraît le plus évident, le plus automatique, c'est-à-dire les prestations contributives, IJ, retraite, puisqu'on alimente les branches maladie, retraite à titre de données de revenus. Bon, par ailleurs, il y avait autour de la création du RSI, enfin de l'intégration du RSI au régime général, plutôt une attente politique qui était de ne pas désintégrer ce que le RSI avait en tout cas comme promesse politique, c'est-à-dire la possibilité d'une prise en charge des besoins des indépendants, que ce soit en cotisation, santé ou retraite. Alors même si, en réalité, les situations où on a à la fois besoin de parler de ses cotisations, de sa maladie et de sa retraite sont assez rares, on peut avoir besoin de parler de ses cotisations de sa santé, de ses cotisations de sa retraite. Bon, le besoin, il existait, et surtout, on a voulu élargir la démarche, élargir notamment la démarche à la branche famille, et selon les territoires, à Pôle emploi et à la DGFiP. Alors pourquoi on a souhaité cet élargissement? Parce qu'on a voulu ne pas être prisonnier de ce qui finalement était l'héritage politique du RSI, c'est-à-dire un périmètre cotisation, santé, retraite, mais à partir du constat qu'on faisait d'ores et déjà dans nos accueils, c'est-à-dire que la population des indépendants aujourd'hui, c'est à plus de 50% population d'auto-entrepreneurs, population qui s'est fortement précarisée, enfin qui est précaire, et qui donc peut avoir quand même ces fortes intersections avec le public des CAF ou le public de Pôle emploi. Et à partir de là, et à partir de cette travail sur les accueils communs, finalement, on s'est dit qu'il y avait plus à faire que simplement ce qu'on appelle les accueils communs, donc c'est-à-dire la possibilité dans environ une trentaine de points du territoire national d'avoir dans l'accueil URSSAF un accompagnement de niveau 1 sur les services, surtout sur les services en ligne des partenaires. Alors parfois, c'est pas seulement l'accompagnement des services en ligne, c'est-à-dire que par exemple, on fait avec les CARSAT des rendez-vous retraite pour l'indépendant qui commence à réfléchir à sa retraite, pour pouvoir bien gérer la charnière. Qu'est-ce qui me reste en cotisation à payer? Est-ce que j'ai des périodes où je n'ai pas régularisé mes cotisations et quelles conséquences ça aura sur ma retraite? Donc pour en fait préparer de manière conjointe avec la retraite, je dirais le fait d'avoir une situation propre et si possible favorable à l'accès au droit, côté cotisation et côté du coup limitation du compte carrière. Mais on s'est dit qu'il fallait finalement aller au-delà de ce qui était un peu, je dirais, la reprise de ce qui se faisait avant. Et on s'est dit qu'il y avait matière à faire plus, notamment parce que on a repris des compétences aussi d'action sociale,
avec l'action sociale à destination des indépendants en difficulté. Et puis, en fait, on a une ressource importante pour les indépendants, et on voit que cette démarche, on peut l'élargir, c'est qu'en fait, on est ceux qui sommes les plus proches de la connaissance des ressources des travailleurs indépendants. Et globalement, à partir de là, j'ai un petit peu dézoomé, on avait écrit dans notre code actuel que finalement, notre rôle, tel qu'on l'imagine dans l'avenir, c'est un peu de faire la plateforme entre l'activité économique et la sphère sociale, c'est-à-dire garantir la bonne conversion de l'activité économique en droit à protection sociale, qu'il s'agisse de droits contributifs, mais aussi de droits sous condition de ressources, et donc pour lesquels la connaissance aussi des ressources, en tout cas des ressources d'activité, est déterminante. Et qu'est-ce qu'on vient faire dans tout ça? C'est que concrètement, par construction, nous sommes très en amont dans la connaissance des données relatives à l'activité économique et donc aux revenus d'activité des personnes. Et donc, c'est un sujet qu'on a souhaité travailler d'abord pour les indépendants, en considérant qu'on a intérêt collectivement pour les indépendants, pour nous-mêmes et pour nos camarades des branches prestataires, et même d'ailleurs au-delà de la sécurité sociale, je vais revenir, à partager cette ressource, enfin le terme polysémique, cette qualité patrimoniale finalement d'avoir ces données sur les ressources des indépendants. Alors, je reviens du coup à HELP. Alors, HELP, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une démarche de détection poussée par l'URSSAF, mais qui peut être aussi poussée par les autres branches de la sécurité sociale. On identifie sur la base des données dont nous disposons, données de ressources, ou parce qu'on va voir à un moment une difficulté, qui est mentionnée par un travailleur indépendant dans nos points de contact, que voilà, on a affaire à des indépendants qui sont potentiellement en situation de fragilité sociale ou économique. Donc, dans ce cas, en fait, on a poussé un questionnaire extrêmement simple, c'est 10 questions, qui portent à la fois sur les ressources et globalement l'appréciation de la situation de besoin de l'indépendant et de sa famille. En gros, quelles ressources, quelle composition familiale et est-ce qu'il y a des situations particulières qu'on doit connaître. Et par ailleurs, des questions sur les prestations aujourd'hui sollicitées ou existantes pour ce travailleur indépendant. Et donc, sur la base de ces quelques questions, on identifie des situations de potentiel non-recours. Alors après, bien entendu, notre but n'est pas de nous substituer au boulot de nos camarades, mais on identifie des situations de potentiel non-recours. Et donc, dans ce cas, c'est là qu'on passe la main à nos camarades pour traitement de cette situation, avec d'ailleurs, on prend en charge une forme de relance, c'est-à-dire que si au bout de 15 jours, on n'a pas de retour, voilà, on dirait qu'on accompagne un peu particulièrement la demande du travailleur indépendant. Et donc, voilà, c'est une situation où finalement, à partir de ce que nous on sait, on repère une première zone de risque, on prend l'initiative de contacter le travailleur indépendant, de susciter lui quelques informations un peu basiques permettant d'identifier si on a un potentiel de recours, et après d'entrer vers les branches prestataires. Alors, nous, on le fait parce que cette initiative partenariale, c'est-à-dire c'est parti du département de la Marne, l'URSSAF Champagne-Ardenne, en lien avec notamment la CAF de la Marne, la CEPAM de la Marne, et la CARSAT de l'Est. Et puis donc désormais, ça donne d'ailleurs, je crois, à la première lettre collective de la sécurité sociale signée par les 4 caisses nationales, puisque donc c'est aujourd'hui déployé sur l'ensemble du territoire. Alors, c'est un dispositif qui est jeune, le déploiement national, il s'est fait au printemps de cette année. Donc, je pense qu'on fera nécessairement un bilan sur le nombre de situations de non-recours que ça a permis d'éviter, ou de traiter, en tout cas de résoudre. Mais c'est un dispositif qui nous paraît intéressant, encore une fois, à contexte technologique donné. Je viendrai après sur les perspectives que Nicolas a tracées sur la sécurité de la source. Mais dans la situation dans laquelle on est, je pense que c'est une démarche assez intéressante et dont on s'est dit qu'il y avait matière à aller au-delà sur ce qu'on doit faire sur le travail indépendant. Alors, on était très heureux avec Nicolas de pouvoir conclure il y a quelques mois une convention CNAF-URSSAF sur l'accès aux prestations CAF pour les travailleurs indépendants.
Et là aussi, en se disant que nous, on voit on connaît, on a les ressources des travailleurs indépendants, on a une certaine aussi connaissance de la diversité et complexité législative qui se cache derrière la notion de ressources de travailleurs indépendants, parce que selon qu'on a affaire à un auto-entrepreneur ou à un travailleur indépendant classique, profession libérale ou non, donc on va parler de bénéfices commerciaux, bénéfices non commerciaux, de chiffre d'affaires brut ou net, voilà, c'est une législation complexe qui n'est pas d'ailleurs toujours forcément ce que le gestionnaire a maîtrisé de base, et c'est normal, il y a plein d'autres choses à traiter. Et très franchement, on fait l'expérience avec les travailleurs indépendants de remplir une demande en ligne pour une prestation sous condition de ressources. On va lui demander à un moment forcément son revenu. C'est extrêmement compliqué de savoir, en tout cas c'était extrêmement compliqué de savoir précisément quel type de ressources on vous demande. Et donc, voilà, on a un travail dans le cadre de ces conventions avec la CNAF, à la fois justement pour que cette notion de ressources soit mieux maîtrisée, à la fois soit plus accessible, plus expliquée aussi d'ailleurs tout simplement sur les sites en ligne de la CAF, qu'elle soit aussi mieux maîtrisée par les gestionnaires. Et puis là aussi, avec dans cette convention l'accès donné aux gestionnaires CAF aux données de revenus que nous on connaît côté URSSAF, données de revenus et travailleurs indépendants. Alors aujourd'hui, on est sur une base d'accès unitaire, c'est-à-dire je peux aller vérifier les données qui sont déclarées. Ça peut permettre au gestionnaire finalement d'aider le travailleur indépendant dans sa démarche de remplissage d'un formulaire CAF. On imagine quelques étapes suivantes. On peut imaginer effectivement tout d'abord, au-delà de l'accompagnement à une démarche engagée, finalement d'utiliser ça pour justement mieux cibler les actions de nos recours. Et puis, en cible, une transmission. C'est ce qu'on souhaite de nos données de revenus au CAF pour pré-remplir ou automatiser un certain nombre d'alimentations de ces demandes de prestations. Et en considérant effectivement que la cible, là, on s'inscrit bien en cible dans une contribution pour une brique, mais quand même pas une brique négligeable, à la logique de solidarité à la source. On se dit que c'est une démarche qu'on a à mener aussi avec des partenaires qui sont hors sécurité sociale, mais qui sont aussi des partenaires qui délivrent des droits aux indépendants, les fonds de formation, parce qu'aujourd'hui, on est comme souvent sur une logique où les fonds demandent à l'indépendant l'attestation du fait qu'il est indépendant, du fait qu'il a cotisé, etc. Et on se dit que c'est quand même plus moderne de partager les données. Et puis pour Pôle emploi, parce que là aussi, on sait que pour les auto-entrepreneurs, il y a une part importante qui est en partie éligible à une couverture chômage. On est sur des populations où on a souvent un cumul d'activités salariées réduites, d'indemnisation chômage partiel et de petites activités indépendantes pour survivre. Et donc, là aussi, on a intérêt à partager ces situations, et enfin, dans ces situations, partager les données de ressources. Alors, on a fait un gros focus sur les travailleurs indépendants. J'ai dit, il y a toute une série de populations pour lesquelles on joue ce rôle un peu de guichet de référence. Alors, j'ai pas mentionné ici sur le support, mais on a déjà presque achevé de faire ce travail pour la population aussi des salariés à domicile. Salariés notamment qui sont pas salariés via CESU ou via Page Emploi, pour lesquels aujourd'hui on était sur une situation, par exemple dans la situation de licenciement ou d'arrêt maladie, de très grande complexité de l'accès aux droits du salarié et souvent tout simplement de renoncement aux droits. Alors déjà je prends la situation du licenciement du salarié à domicile. Dans la plupart du temps on sait très bien qu'il n'y a même pas de procédure de licenciement en bonne et due forme. Il y a encore moins de délivrance d'attestation employeur et donc une très grande difficulté pour le salarié à obtenir une indemnisation de la part de Pôle emploi. Pour le salarié à domicile qui est en arrêt maladie, il fallait qu'il fasse un peu la quête auprès de ses différents employeurs, sachant que par définition, on peut avoir des salariés qui ont 10 employeurs, pour obtenir des relevés un peu produits par les employeurs comme ils pouvaient, parce que les employeurs en question, en général, n'ont pas conscience que ça fait partie de leur obligation d'employeur. C'est en fait, en général, ils découvrent qu'ils sont employeurs et tout ce que cela implique quand ce type de situation se produit. Et donc, on avait des salariés qui, dans le meilleur des cas, finissaient par obtenir avec beaucoup de retard leurs IJ
lorsqu'ils avaient récupéré tous leurs bulletins auprès de leur employeur et que la CPAM avait réussi à traiter ces IJ qui relèvent des IJ très complexes, parce qu'on faisait comme ça autant de droits éclatés. Et dans la plupart des cas, des salariés qui renonçaient à leur IJ. Et donc, on a mis en place une alimentation à la fois de Pôle emploi et de l'assurance maladie. Alors, c'est aujourd'hui complètement effectif pour la partie assurance maladie. Pour Pôle emploi, c'est le cas pour la garde à domicile et ce sera finalisé l'an prochain. Mais donc là aussi, en considérant que notre rôle, c'est tout simplement de porter ces données dont on dispose. Alors, dans les autres populations qu'on identifie, il y a celles des artistes-auteurs. Alors, c'est comme 300 000 personnes, les artistes-auteurs. Alors, vous avez de tous, vous avez des personnes pour qui c'est l'activité principale, pour qui d'autres pour qui c'est une activité tout à fait accessoire, et puis il y en a plus dans cette pièce. Mais on sait que là aussi, du fait de la complexité de la législation et du caractère, pour le coup, assez morcelé, voire artisanal, de la gestion parfois de ces données, on a de grands problèmes d'accès aux droits qui sont comparables, je pense, voire pires que ce que peuvent connaître les travailleurs indépendants. Et là aussi, on se dit qu'il y a probablement un sujet à ouvrir dans les années qui viennent. Et puis, on pensait à d'autres situations. J'ai mentionné le cas qui peut paraître un peu peut-être tête d'épingle, mais qui n'est pas tant que ça. La fraude au détachement, donc une situation où on a des salariés qui ont été affiliés de manière frauduleuse dans d'autres systèmes de sécurité sociale, alors qu'en fait, ils sont sur le marché du travail français. Bon, aujourd'hui, dans cette situation, on fait un redressement. Ça peut être assez compliqué juridiquement, mais on ne fait jamais toute la boucle en pratique consistant à rétablir le fait que les salariés en question, qui étaient frauduleuses rattachés à la sécurité sociale espagnole, en fait, il aurait dû, pendant cette période, se générer des droits à la retraite en France, des droits IJ en France, etc. Bon, voilà. On voit qu'on est sur des questions, des situations aujourd'hui où clairement, il n'y a ni parcours, il n'y a pas de parcours administratif pour garantir l'ouverture des droits. Avancer dans cette direction suppose en général, et ça a été d'ailleurs mentionné par Nicolas comme un des sujets de la solution à la source, de progresser qui ont des revenus de référence. Parce que aujourd'hui, on voit qu'on a des revenus de référence qui sont extrêmement disparates selon les situations. Dans les situations de rétablissement des droits en situation de fraude, clairement, ce que nous utilisons comme base est inexploitable par les branches prestataires. Donc là, il y a un gros chantier réglementaire à venir. Alors, j'ai abordé le sujet sous l'angle des populations qui ne sont pas la population de masse, c'est-à-dire pas celle des salariés du privé. Bien entendu, au-delà de ces situations concernant les indépendants, les artistes-auteurs, les salariés à domicile, il y a un vrai enjeu sur la masse des actifs que sont les salariés du secteur privé, et qui pour nous est un enjeu très fort des années qui viennent et qu'on souhaite porter comme priorité dans notre futur COGE. C'est effectivement notre rôle. Dès lors qu'on a aujourd'hui un vecteur déclaratif unifié, qui est la DSN, qui nous alimente nous, mais qui alimente aussi les branches prestataires qui alimentent le DRM, bah nous, notre rôle, c'est comme on est en amont près du déclarant, c'est de garantir la qualité des données qui sont utilisées par les branches prestataires dans l'ouverture des droits sociaux. Alors, c'est quelque chose qu'on a d'ores et déjà fait au cours de cette COGE, avec des actions sur les données individuelles de la DSN, sous forme de campagne, c'est-à-dire qu'on contacte des employeurs pour leur dire voilà, vous avez fait un certain nombre d'anomalies. Alors aujourd'hui, pour l'instant, on l'a fait pour le bénéfice d'un seul partenaire qui est la CNAV. C'était un peu ce qui semblait, je dirais, s'imposer parce que c'était là qu'on avait l'utilisation la plus directe de la DSN dans l'ouverture des droits sociaux. Je disais qu'on l'a fait pendant longtemps sous forme de campagne, c'est-à-dire qu'on faisait des requêtes, il y a des employeurs qui s'étaient trompés, ou que vous savez, des anomalies. Donc voilà, c'était quelque chose qui n'était pas complètement automatisé et industrialisé. On est cette année en train donc d'industrialiser la démarche, c'est-à-dire que donc à chaque échéance de déclaration, chaque mois, il y aura donc un certain nombre de contrôles automatisés et de retour à la déclarant pour lui demander de corriger ses données sociales. Et pour boucler la boucle, on est en train de construire un dispositif dit de DSN de substitution qui permettra de garantir que l'ensemble des dispositifs de fiabilisation contre la DSN, si l'employeur ne fait pas la correction lui-même, on est en mesure, à sa place, de faire une correction qui soit véhiculée à l'ensemble des destinataires de la DSN, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque nous faisons un contrôle URSSAF, lorsque la GRCARCO fait ses propres contrôles sur les données DSN, c'est corrigé
pour nous, mais ça ne bénéficie pas aux partenaires. Et donc l'enjeu à horizon un peu plus d'1 an finalement, c'est que toutes ces corrections soient bien partagées et véhiculées avec l'ensemble de la sphère sociale. Alors, on a bien conscience, et c'est dans ce cadre qu'on s'inscrit dans le cas de nos futurs COG, que la logique de solidarité à la source suppose donc cette stabilisation massive des données individuelles. Et donc, nous, dans ce domaine, on a pour ambition d'avoir une offre de service vis-à-vis des branches prestataires pour pouvoir identifier les situations qui génèrent des anomalies et les types de contrôles à mettre en œuvre et comment on traite ces situations avec les différents déclarants. Et on a aussi pour ambition d'ailleurs d'offrir aux salariés qui se rendraient compte que son employeur s'est trompé dans sa paye. Et je pense que la logique de la source, c'est qu'à mesure que le salarié verra que ce que son employeur déclare a des conséquences très rapides sur ses prestations sociales, ça le conduira à regarder peut-être plus rapidement ce que son employeur a déclaré. Et donc ça suppose que nous, on soit en mesure de répondre aux salariés qui se tournent vers nous pour dire « mais mon employeur s'est trompé sur ma rémunération le mois dernier ». Bon. Alors on voit que c'est un chantier comme de très grande ampleur qui suppose d'une part définir une gouvernance de la donnée sociale, c'est-à-dire d'avoir un cadre où les différents destinataires de la DSN expriment leurs besoins en termes de fiabilisation et qu'on puisse un petit peu instruire ce que ça suppose en termes de traitement vis-à-vis des déclarants, mais un petit peu aussi prioriser tous ces chantiers. Et puis, ça suppose de bien tenir compte de la relation aux déclarants et de ce qu'est la déclaration sociale dans les attentes qu'on a vis-à-vis des données sociales. Et par exemple, je mentionne un arbitrage qui n'est pas simple entre fraîcheur de la donnée et fiabilité de la donnée. Alors j'ai vu que dans une vision que je comprends du point de vue de la branche famille, on attend par exemple que la donnée utilisée en cas de retraite soit donnée M-2. Il faut avoir en tête que le salaire relatif au mois de M, il est déclaré en M+1, 5 au 15 M+1. Donc très clairement, si nous, on identifie une anomalie, à ce moment-là, elle ne sera certainement pas corrigée avant le 5 et le 15 de M+2. Et donc ça veut dire que voilà, il faut à un moment définir le degré acceptable de fraîcheur de la donnée ou de fiabilité de la donnée en étant très conscient que ce qui est déclaré en M+1 comporte une part importante d'erreurs, d'anomalies, et donc du coup générera derrière des régularisations des indus avec tout ce que cela implique. Voilà. Aujourd'hui, c'est -1 dans le prix d'activité. Donc ça veut dire que si on va vers -2, c'est le M-1 déclaré par la locataire. Mais donc ça veut dire peut-être que le M-1 déclaré par l'employeur ne sera pas plus. C'est bien notre problématique et d'où l'intérêt de passer à M-2 pour avoir un peu plus de recul, mais c'est déjà court. Oui, non, mais on a fait. Et en période, on voit bien comment politiquement ça va être compliqué de dire qu'on revient sur ce M-1. Mais voilà, il faut être conscient de ce que cela implique de la part du déclarant et en termes de risque sur la fiabilité des données. On voit le caractère gigantesque et extrêmement important du dossier. Il nous reste une bonne dizaine de minutes. Il doit à peu près y avoir 20 questions, donc ça ne va pas marcher. Mais j'en repère 4 familles. On va les traiter, ces 4 familles, mais il va falloir répondre de façon extrêmement succincte, même si c'est des sujets très copieux. Je commence par une question dont je trouve d'ailleurs le libellé très intéressant. Vos 2 organismes et les autres de la sphère sociale peuvent-ils travailler vraiment, le vraiment en majuscule, ensemble pour un parcours sans couture pour les usagers sociaux? On viendra au sujet DRM, données sociales, et donc ce parcours sans couture, puisque les termes de parcours sont apparus dans vos propos et PowerPoint. On dit souvent « dites-le nous une fois ». Là, on nous propose même un nouveau slogan, faites-le nous une fois. Voilà. Alors, je ne sais pas, parcours sans couture entre les divers organismes. Ce qui est certain, c'est que si on ne le fait pas, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que je trouve que le propos d'Yann était très clair là-dessus, c'est qu'on a tous, à différents titres, une partie de l'information, et que quand on se dit, ça serait mieux de faire comme ça, etc. Oui, si on a des projets qui nécessitent d'aller beaucoup plus fortement dans cette dynamique opérative, on a besoin de le faire. Et le sujet des travailleurs indépendants est un très bon exemple, puisque c'est un des angles morts du sujet des DRM tel qu'on s'en parle aujourd'hui. Et donc, on aura besoin d'avoir ce travail beaucoup plus approfondi, mais déjà engagé, que Yann Gall évoquait, parce que c'est des catégories de population qu'il faut traiter comme les autres. Et sur lesquels, je m'inscris dans ce que vient de dire Nicolas. Voilà, on a en ce moment des travaux très opérationnels avec la branche famille, mais aussi avec les autres branches prestataires,
pour identifier les situations de dites-le nous une fois, avoir faites-le nous une fois pour les évolutions de travailleurs indépendants. Je ne dis pas que le sujet se limite à ça, mais c'est un domaine entier. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose, comme l'a dit Nicolas, à quoi on arrivera en prenant en charge tous les chantiers et dossiers que c'est en général c'est plutôt un chapelet de projets à mener, mais qu'il faut prendre en charge et qu'on a commencé à engager. Alors, deuxième ensemble de questions autour du DRM et de la solidarité à la source. C'est un sujet qui est un peu remué du côté branche famille. On repose ces questions sur les conséquences en termes de productivité et d'emploi à terme. C'est un sujet qui effectivement a pu faire l'objet de quelques entrées-filets mal informés de la presse et de quelques questions. Oui, mais c'est très bien, ça me permet d'y répondre. C'est comme ce que je fais d'ailleurs très régulièrement, parce qu'il y a eu un petit entrefilet dans la presse pendant la campagne d'une source anonyme disant que ça allait être financé par la suppression de 20 000 postes de fonctionnaires dans les CAF. Donc le fait que le terme fonctionnaire ait été employé montrait la qualité de la source et la qualité de la provenance de cette information. C'est quelqu'un qui ne savait pas qu'il n'y avait pas de fonctionnaires dans les CAF. Donc non, ce sujet n'est pas posé comme ça. La question qui est posée, c'est qu'est-ce que ça change dans le process, dans la capacité d'avoir la qualité de la délivrance des prestations qu'on recherche. De ce point de vue-là, on a aujourd'hui une armature qui est nécessaire et à certains égards, on souhaiterait le faire davantage et le faire mieux, mais nécessaire de relation avec la locataire, de lui demander un certain nombre d'informations, de vérifier ces informations, de constater qu'il y a une part d'erreur conséquente et donc dans ce qu'on dit de manière très technocratique, une mauvaise qualité des données entrantes, mais l'inverse serait surprenant vu la complexité de ce qu'on demande à nos allocataires. Et donc d'œuvrer à la rectification de ces données entrantes, de gérer les processus de recouvrement et d'indu et de rappel que ça génère et que ça engendre. Et donc du coup, la qualité de relation avec l'allocataire qui, lorsqu'il reçoit une prestation de notre part, et je ne peux jamais être complètement sûr que c'est la réalité de la prestation auquel il aura le droit de manière définitive, puisqu'on peut revenir plusieurs mois plus tard pour lui dire écoutez, on vous a versé 400 €, mais finalement c'était 352 parce que vous nous avez donné des mauvaises informations. Et donc l'objectif est quand même d'améliorer considérablement cette relation à l'allocataire et la fluidité de cette relation à l'allocataire. Et donc de ce fait-là, il y a beaucoup de marches à franchir pour y arriver. Donc déjà une forte progressivité de cette réforme, quoi qu'il en soit. Une évolution potentielle néanmoins de notre positionnement, de notre rôle d'accompagnement. On parlait du sujet de l'accès au droit dans cette thématique. Je suis convaincu qu'on peut l'améliorer significativement par un meilleur partage d'informations, une meilleure connaissance des choses. Je suis convaincu également qu'on n'arrivera pas à 100% d'accès au droit de manière informatique, numérique, automatique. Et donc, si on améliore de 5-10 points cet accès au droit, ce sera déjà très considérable, un vrai succès, mais il y aura encore un travail très important et qualitatif, très fin et potentiellement passionnant à faire d'amélioration de cet accès au droit et qui suppose de l'humain et de la qualité de l'accompagnement. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est intéressant pour nous, y compris en sens du métier, d'aller œuvrer à ça plutôt que de gérer des indus et des rappels qu'on a générés dans la mauvaise qualité de notre relation déclarative, disons. Voilà. Productivité, d'emploi et puis de conséquences plus générales sur la gestion des organismes de protection sociale. Vous avez quelles observations? Alors, nous, on est très faiblement branche prestataire. Je vois que quelques chantiers qu'on identifie en termes d'automatisation, de transmission de données, etc., vers les partenaires, peuvent nous économiser un tout petit peu de charge qu'on a aujourd'hui dans la délivrance d'attestations pour les autres entrepreneurs, Pôle emploi, des fonds de formation, etc., ou dans la récupération des attestations dans l'autre sens. Après, c'est assez marginal, et très franchement, nous, ce qu'on voit surtout, c'est qu'aujourd'hui, ce que suppose la solidarité à la source en termes, et globalement, l'alimentation des données de prestations par les données DSN en termes d'amélioration de la qualité des données déclarées, ça suppose de l'autre part un travail supplémentaire massif pour mettre en place toutes les interlocutions supplémentaires, tous ces contacts supplémentaires avec les employeurs pour leur faire corriger leurs données sociales. Donc nous, on voit au contraire plutôt un sujet d'une activité nouvelle à développer. Sur la gouvernance de la donnée sociale, alors, pour tous les deux, quel est le schéma qui vous semble le plus valable, le schéma cible vers lequel il faut aller? Comment gouverner la donnée sociale de la façon la plus optimale maintenant? Non, moi, ce que j'esquissais, c'était que voilà, il faut qu'il y ait un ensemble il faut qu'il y ait un espace où l'ensemble des destinataires de la donnée sociale, d'ailleurs qu'ils soient
dans la sphère sécurité sociale ou tout à fait au-delà, parce que ça peut concerner aujourd'hui des destinataires tels que Pôle emploi, mais aussi les fonds de formation, mais aussi les branches, etc. Voilà, expriment leur demande de contrôle, de qualité, de fiabilisation des données. Doit y avoir une instruction technique de cela suppose avec notamment aussi ceux qui sont en interaction avec les déclarants, donc les organismes de collecte, URSSAF et MSA, probablement le monde de la paye pour identifier les améliorations et contrôles possibles. Et après, derrière, forcément, l'exercice un petit peu de priorisation de ces différents besoins exprimés, parce qu'on ne peut pas forcément imaginer noyer aussi les déclarants, les employeurs, sous une masse de contrôle qui ne serait pas en capacité d'absorber. C'est un exercice forcément très collectif entre ceux qu'on l'a donné, ceux qui l'utilisent. Nous, les utilisateurs de cette donnée, on l'a vécu sur la réforme des aides au logement. On avait besoin de renforcer cette gouvernance de la donnée sociale où on s'est rendu compte qu'on était parfois un peu en initiateur de constats et qu'il n'y avait pas forcément une capacité à donner des suites suffisamment fortes et rapides. Donc les choses ont progressé depuis. C'était nécessaire. Alors, il y a des gourmands de la technologie qui me parlent d'intelligence artificielle, donc quelle place dans une gestion plus proactive des droits sociaux? Bon, j'aurais pu ajouter la blockchain, là, comme ça aurait fait plus sérieux encore. Oui, je pense que, honnêtement, ce dont on parle, c'est pas forcément des sujets de science-fiction et de grosses technologies. Très concrètement, ce dont on parle, par exemple, sur les indépendants et les ressources et la destination des CAF, c'est des transmissions de flux de données, c'est de l'accès en consultation à des portails. Voilà, bon, c'est des choses, c'est des projets informatiques, ça a comme un petit coup, mais c'est pas non plus de la très très grosse technologie, c'est pas non plus Big Brother. Voilà, il faut rester un peu simple aussi quand on parle de ces sujets-là. Complètement d'accord, y compris sur la dimension déjà industrielle de ce qui est réalisé, c'est-à-dire qu'on est sur de la masse, donc c'est effectivement de la big data au sens du terme, mais c'est pas du raffinement extrême des choses. On a besoin d'un certain nombre d'informations, peut-être trop aujourd'hui, donc d'où le débat simplification, harmonisation des bases ressources ou autre, mais pour croiser le maximum d'informations. Donc moi, vraiment le côté, c'est pas Big Brother et la dimension accès au droit de la démarche qu'on peut avoir. Quand on disait aujourd'hui on a le droit d'utiliser le DRM que pour les personnes qui nous demandent des aides au logement, en disant il y a une demande d'aide au logement, est-ce qu'on peut avoir les informations du DRM? C'est très bien, mais ne pas pouvoir l'utiliser pour la même personne qui pourra avoir le droit à une autre prestation, c'est dommage. Il y a une vraie capacité à faire, et pour ça il n'y a pas besoin d'aller effectivement dans la sophistication extrême, il y a besoin d'aller dans les cadres juridiques déjà qui nous permettent d'utiliser les choses, et c'est quelque chose sur lequel on travaille et qui est tout à fait accessible. Donc déjà ça sera des étapes qui seront très utiles. On peut évidemment y envisager un certain nombre de choses utiles à l'avenir, mais déjà posons les bases, ça sera progressif, il faut que ça soit fiable, il faut que ça soit efficace, solide, et puis on fera des ramifications autour le moment venu, mais il y a déjà les bases à poser. 2 minutes, 2 questions. La première, c'est sur le dossier social partagé. On me demande quelle est votre vision du dossier social partagé et quelle gouvernance le cas échéant. C'est moins un projet en tant que tel que quelque chose qu'on va construire de fait en avançant sur ce type de démarche. Et la démarche de solidarité à la source, elle est bien dans cette logique de finalement avoir une vision un peu générale et transversale des individus, les familles et de leur situation, et du coup d'aller dans cette logique-là. Alors après, les termes, les sigles, les parallèles, puisqu'il y a aussi, dans le dossier social partagé, il y a des parallèles qui sont faits avec d'autres univers côté santé qui sont plus ou moins heureux dans le temps et plus ou moins des chantiers plus ou moins longue haleine. Donc c'est moins un objet en soi que une démarche qui nous amène à bien connaître les personnes et à leur délivrer les bons droits. C'était pour les deux organismes. Oui, alors même si nous, encore une fois, on sera plus contributeur que exploitant de ce dossier. Donc je pense que moi je m'inscris dans ce qu'a dit Nicolas.
Très bien. Alors, dernière question, ça m'est venue à l'esprit, c'est toujours une question un peu rigolote, si j'ose dire, c'est le coup de la baguette magique. Donc, hop, chacun une baguette magique ou la même baguette magique. Comment vous faites pour que ce gigantesque chantier se passe bien? Ce chantier étant celui de la nouvelle gestion des données sociales. Alors, justement, convaincu qu'il n'y a pas de baguette magique. La voilà. Mais la recette magique, Voilà. s'il n'y a pas de baguette magique, ce qui est probablement le cas, en tout cas, ce qu'on propose, c'est d'aller dans une réforme menée par étapes, par briques successives, par expérimentation, par test, par généralisation, en se disant que si on mène ce chantier, si on se dit il ne se passe rien tant que le chantier n'est pas achevé, on peut dire on en a posé un sur 8 ans, 10 ans, 12 ans, et il ne se passe rien entre-temps. C'est l'inverse qu'on propose, c'est des choses graduelles, mais par contre des choses testées, expérimentées avant généralisation pour là aussi être sûr d'être sur du solide et pas partir dans des aventures qui seraient forcément hasardeuses. Donc c'est plutôt une recette que une baguette que je propose. Pas de baguette magique, mais une bonne recette. Et en fait, j'allais donner exactement la même, donc je me sens un petit peu... non, mais c'est-à-dire que voilà, on voit bien que le chantier est tellement gigantesque. Le chantier est tellement gigantesque que si on... Enfin, faut certainement pas tomber dans tout ou rien. C'est-à-dire que si on veut traiter toutes les populations, toutes les catégories de revenus pour toutes les prestations, bon, voilà, je pense que en fait, on va passer 5 ans à faire des cahiers des charges et on n'aura pas encore commencé à faire le moindre texte qu'on aura déjà désespéré tout le monde. Donc voilà, je pense qu'il faut assumer qu'on va commencer par petits blocs. D'abord, telle population pour telle catégorie de ressources. Je commence en général par les sujets les plus simples. Et puis progressivement, de manière incrémentale, intégrer les sujets qui sont les plus complexes, parce qu'on a des populations plus complexes, des prestations plus complexes, des situations plus complexes. Enfin, pour donner une illustration, c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur l'avance immédiate d'une impôt social à la personne. On a commencé par le cas le plus simple, c'est-à-dire je suis salarié, j'ai un employeur, j'ai un employeur, j'ai un salarié à domicile, je n'ai aucune autre aide sociale. Bon, ça, j'arrive à gérer. Et puis, le jour où il faut intégrer les prestations de CAF, c'est encore une autre marche. Le jour où il faut intégrer les aides départementales, ça, c'est encore une autre étape. Mais voilà, c'est vraiment step by step qu'on y va, parce que sinon, c'est totalement désespérant. Parfait, ce qui n'est pas du tout désespérant, c'est l'ampleur du projet, parce que c'est un sujet de transformation extrêmement large. Donc vous ne les entendez pas, mais derrière leurs écrans, il y a des standing ovations pour vous remercier d'avoir passé un peu de temps sur ce dossier qui va quand même accompagner la grande maison protection sociale et pas seulement sécurité sociale sur, oui, au moins le temps du début de des COG qui viennent, et peut-être plus. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Merci.